On y est 3 sur 3 après avoir détaillé les grands de cette cuvée, les ball handlers, les grands avec Alan, les ball handlers avec Manu. On passe évidemment aux ailiers, aux wings. On va détailler évidemment les différents types de profils qu'on peut avoir sous cette appellation, mais c'est notre troisième et dernier podcast de la série des spécialistes, on va dire, ce qui nous permet un petit peu de descendre dans la cuvée et de ne pas parler uniquement des top prospects attendus dans la loterie. Les Wings, c'est avec The Voice, avec Hugues. Comment ça va? Bah écoute, ça va, très content de boucler la boucle après une grosse année chargée. Effectivement, on est sur la fin. On vous détaillera le programme sur les réseaux sociaux pour le dispositif du soir de draft. Mais d'ici là, il y a bien d'autres échéances, notamment un live spécial français et un autre live spécial foire aux questions juste avant la draft, histoire d'être complet, histoire que vous soyez prêts pour jeudi prochain, puisque le jeu de la nuit de jeudi à vendredi, ce sera la draft. Les ailiers, donc, mon cher Hugues. On commence par un état des lieux pas exhaustif, mais en NBA, pour toi, il existe quel type de joueurs ailiers qui ont du temps de jeu, évidemment, qui ont de la valeur, en fait, puisque c'est ça qu'on va aller chercher dans la draft. Ouais, le plus répandu qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle communément maintenant le 3&D, qui a le profil peut-être le plus recherché, le profil qu'on va souvent payer. D'ailleurs, beaucoup de gens pensaient que 3&D, 3 était pour le poste d'ailier. Il y a eu tellement un amalgame qui a été fait assez rapidement. Et donc des ailiers qui vont écarter le jeu, qui vont être plus dans un rôle de finition, qui vont courir un petit peu partout et qui vont sniper. Et on va espérer de la défense de l'autre côté. Moi, j'aime bien aussi ce qu'on appelle les engrenages. Les mecs, les ailiers qui vont fluidifier le jeu, qui vont pas être des porteurs de balles initialement, mais qui vont pouvoir, lors d'un décalage, récupérer le ballon, driver, kicker, ressortir, qui lisent bien le jeu et qui sont là pour huiler le moteur, fluidifier vraiment le jeu. Et le dernier chose que j'aime bien aussi, c'est les mecs qui manquent parfois de tir, mais qui vont compenser par du cut, de la pose d'écran loin du ballon, de la bonne rotation. Et je vais avoir peut-être les profils, surtout pour les jeunes draftés, très athlétiques et qui vont vivre au départ sur leur qualité athlétique, et qui dans un second temps vont espérer développer un tir au niveau supérieur dans la durée. Ok, donc tu me dis ceux qui font des 3&D, donc défenseurs et jouer sur le poste d'ailier apportant du tir, les fluidificateurs et les cutters, on va les appeler les cutters, les finisseurs peut-être, les athlètes. Dans ces trois prototypes-là, ceux qui ont le plus de valeur en NBA pour toi, et est-ce que tu peux donner un exemple de joueur pour chacun des prototypes? Je pense que le plus rare des trois, c'est le fluidificateur, c'est l'engrenage. Parce qu'un joueur qui sait tout faire, ça va être très évalué. Un mec, alors au départ, il était pas là pour ça, mais Andrew Wiggins côté Warriors, qui était au début un athlète, une beast, qui était une première option, un peu fluidifié, autoporteur quand on reste dans les Warriors, a eu ce rôle de fluidificateur dans le jeu. Franz Wagner, qui est drafté par le Magic, moi je voyais pas un créateur, je voyais un mec qui vraiment rendait tout le monde meilleur sur le terrain. Et donc on est sur deux profils là. Pour le 3&D, il y en a tellement maintenant que récemment Trey Murphy qui te raté l'an dernier, qui était vraiment le profil de 3&D. Et puis au niveau maximum, dans ce registre-là, peut-être un des meilleurs encore NBA, et ça va peut-être une propagande Warriors parce que ils viennent de gagner un titre et que c'est clair dans les mémoires, mais Klay Thompson, qui est considéré comme un All-Star, est de base un 3&D, sauf qu'il l'a fait à un niveau plus, et c'est peut-être vers ça qu'on doit tendre, et ça veut pas forcément dire que t'as pas de valeur à la draft, mais tu es sur un profil vraiment de mouvement. Après, pour les gros athlètes, là je vais faire mon Hummer, mais un mec comme Derrick Jones Jr. par exemple, qui au départ n'a pas de qualité de tir et qui existe là-dessus, vit sur ses cuts, sur ses écrans, sur ses démarquages, et s'est fait une place dans la grande ligue. Alors moi j'aime bien classer les joueurs plus par là tu les classes par skills, on va dire. Moi
En gros, les cutters, je vais plus les mettre dans le podcast qu'on a fait avec Alan, mais de toute façon, on n'en a pas parlé forcément des Derrick Jones. On en a cherché, mais il n'y en a pas énormément à part Josh Minot Mhm. dans cette draft. Mais je, je dirais plus, en gros, les floor spacers, les ball handlers et les cutters, enfin les cutters screeners, on va dire. Pour moi, ce sont les Mhm. trois rôles qui existent en NBA avec des variables les unes aux autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu penses que le dernier rôle, le type d'Eric Jones, euh, ça va être quelque chose qui peut être vrai sur une première partie de carrière et ensuite se développer sur une seconde partie de carrière. C'est ce que tu espères pour certains des prospects dont on va parler. Ouais, exactement. Il y a des joueurs qui vont arriver l'année prochaine. On en a beaucoup, hein. On en a beaucoup d'ailiers où les gens espèrent un 3&D, mais pour l'instant, il n'y a pas le 3, mais ils ont une très belle lecture de jeu. Donc au départ, ils vont, pour pouvoir jouer, faire valoir leur qualité athlétique. Et dans un second temps, ils vont développer ce tir pour pouvoir être des menaces et rester sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir deux joueurs qui vont pas écarter le jeu, qui vont pas tirer à 3 points sur ton sac majeur et sur ton pivot qui ne tire pas de loin, sauf quand t'es Milwaukee. Et ces mecs-là vont devoir vraiment peaufiner le tir à 3 points pour pouvoir avoir un deuxième puis un troisième contrat, surtout un rôle majeur en NBA. Ok. Commençons par les joueurs qu'on va citer aujourd'hui. Alors déjà, sur le haut de la draft des prospects dont on a déjà parlé, mais dans dans ton top 5-6, euh, en ailier, toi, tu ne vois que AJ Griffin. On est d'accord. Non, ton top 5, pardon, puisque tu as Kendall Brown en 6. Ouais, dans mon top 5, j'ai AJ Griffin qui persiste parce que j'ai pas envie d'enterrer les qualités athlétiques du garçon et qui pour le coup, parmi les 5 joueurs que j'ai là, va être celui pour lequel j'attends le moins. J'ai pas forcément besoin qu'il développe ses qualités de ball handling, ses qualités de création individuelle et collective. Et je pense que ça peut être un 3&D qui peut stopper les meilleurs extérieurs et les meilleurs ailiers en NBA tout en tirant un volume et ça me suffit pour l'avoir très très haut. Si AJ Griffin ne retrouve pas, ou plutôt ne développe pas ses qualités de ball handling, Mhm. quel est le skill qui peut le faire passer dans la catégorie, qui peut lui faire avoir quand même cette valeur d'un top 5 de draft? Est-ce que c'est défense sur le point of attack? Est-ce que c'est shoot après mouvement, sortir des écrans, etc. Quel est le skill précis sur lequel il aurait besoin encore de progresser, qui peut faire de lui un joueur à haute valeur? Tu as parlé de Klay Thompson tout à l'heure. Il va devoir développer effectivement son aisance dans le tir, sa fluidité dans le tir en sortie d'écran. On a vu que c'était un joueur qui avait des appuis un peu particuliers avec un écart entre les appuis pieds et épaules très très large. C'est un joueur qui était plus à l'aise sur de la finition mais qui avait plus de difficultés motrices dans les habitudes motrices pour poser le ballon une fois et tirer à 3 points ou pour pouvoir vraiment feinter la prise d'écran sur hand-off et ensuite dégainer ce que Klay Thompson pour le coup fait excellemment bien au niveau Hmm. super. Moi j'ai pas de doute sur sa défense et sur son QI, sur sa polyvalence et sur ses placements, mais il faut pour être vraiment un top tiers de la NBA en tant que Swing, il faut vraiment avoir beaucoup plus de polyvalence dans son 3 points. Ouais, et ça va passer, comme tu le dis, par une modification des habitudes motrices et peut-être voilà, un travail sur savoir planter l'appui plus rapidement en direction du cercle, pivoter la hanche directement quand tu passes après l'écran pour pouvoir shooter sur un pas, en fait, juste ramener le deuxième appui et monter direct, comme Klay Thompson le fait très bien derrière les écrans. Il n'y a pas besoin de poser un dribble, en fait. Mm. Ensuite, on passe du coup à Kendall Brown, qui je pense fait partie de tes ailiers, qui est Ouais. sixième sur ton board, qui sur notre board commun est bien plus bas, il est 23e. Quelle est pour toi la valeur ajoutée immédiate de Kendall Brown et quel rôle il va avoir tout de suite en NBA?
Kendall Brown, c'est un joueur qui a fait une première et dernière saison en tant que freshman à Baylor un peu décevant vu qu'il était très attendu. Il arrive dans une équipe très compétitive, donc on l'a un peu dévalué. Je trouve que sa capacité sur short roll et son handle déjà et sa polyvalence dans la finition ou les up est vraiment trop importante. Et donc je pense qu'il va arriver sur un premier temps par effectivement du cut loin du ballon, ligne de fond où il est assez instoppable et qui monte très haut et qui reste très longtemps en l'air et qui va aussi poser des écrans loin du ballon ou sur l'homme, sur pick and roll. Ce qu'on n'a pas vu côté de Baylor, qui va pouvoir rouler, poser un, deux ballons et Hmm. terminer avec grosse efficacité. Donc il jouerait presque comme un intérieur, mais sur un poste un peu délié et je vois au fur et à mesure chez ce joueur une capacité à se créer son accès au cercle par lui-même depuis le périmètre parce que j'achète fort le dribble sur les balbutiements, sur les flashs qu'on a pu avoir dans une QV où ça manque de créateurs et c'est ça qui me le fait garder très 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 haut par rapport au consensus chez nous. Hmm. Et à quel point il va devoir développer un jumper pour pouvoir être jouable en fait lors de phase finale par exemple? Ah, comme on me le disait, ça va être très très vite ciblé. C'est que là, jusqu'au All-Star Break, les équipes vont pas forcément faire l'impasse sur lui parce qu'il y a peu de scouting, je trouve, sur les jeunes qui arrivent, surtout pour les jeunes qui sont pas les top 10 de la draft. Ce Kendall Brown, même si moi je l'ai haut, ne devrait pas être un top 10 de sa draft. Donc après le All-Star Break, ils vont faire l'impasse et il va devoir être plus efficient rapidement. Chez lui, le problème, c'est pas particulièrement mécanique pour moi, c'est un problème de confiance en lui. Il a peu shooté au niveau lycéen et là, à Baylor, il a refusé énormément de tirs. En deuxième partie de saison, il en prend beaucoup plus. En tout cas, il les prend avec moins d'hésitation et on a vu un joueur plus libéré, plus efficace dans le catch and shoot. Donc, je vais pas attendre de la créativité sur du pull-up à 3 points, mais juste être capable dans le corner de tirer et du coup ça lui offrira aussi des lignes de cut, lignes de fond quand le défenseur sera collé à lui pour ne pas se prendre la sanction côté faible. Donc, ce qui explique ton classement de Kendall Brown plus haut que le consensus. Ensuite, si on descend dans ton board, Hugues, on a Shaden Sharp. Et Shaden Sharp, je ne sais pas si tu le classes comme un wing ou pas. Alors tu vois dans ma liste là je l'ai pas mis parce que pour moi à terme ça va être un ball handler, un créateur parce qu'il y a beaucoup de création d'espace et de création de tir. Donc j'ai plus d'aspiration pour Shaedon Sharp en tant que ball handler, de la même manière que je pas Paolo Banchero, qui joue pourtant sur les postes déliés en tant Hmm. que wing, parce que voilà, j'ai ces expectations Ouais. pour le joueur. Alors, créateur d'abord par lui-même, je pense pas qu'il va être un bon créateur collectif, tout du moins dans son année, enfin dans son contrat rookie, mais c'est un joueur à qui je pense qu'on va donner le ballon et on va lui dire fais-toi ta propre attaque, et donc ça me le fait basculer dans les ball handlers. Ok, c'est intéressant. Alors, Manu, je pense, est un peu sur la même longueur d'onde que toi concernant Banquero, puisqu'il l'a mis dans ses ball handlers. Ball handler Mhm. secondaire, selon lui, mais ball handler quand même. Et il n'avait pas mis Shaden Sharp. Alors, on a oublié Jaden Hardy, on s'excuse pour ceux qui écoutaient le podcast Ball Handler, c'est ma faute. J'ai zappé Jaden Hardy. Mais moi, Shaden Sharp, par exemple, je l'aurais mis chez les ailiers euh, avec du ball handling, c'est-à-dire la plus haute catégorie d'ailiers en fait, qui ont déjà le shoot, qui ont tous les atouts pour défendre des 2 et 3, mais qui vont avoir un développement à faire sur justement ce ball handling et Mhm. cette création pour les autres, c'est-à-dire arriver à poser les pieds dans la raquette et du coup, alors ça peut être pour soi une fois qu'on est dans la raquette, mais ça peut être aussi pour les autres. Chez Sharp, il a déjà ce truc de se créer son espace tout seul sur des step back, des side steps. Enfin, il a toute la panoplie nécessaire là-dessus. Pour moi, ça n'en fait pas un ball handler, mais plutôt une sorte de Zach Lavine, toi qui es fan de Chicago, qui a Mhm. appris petit à petit en NBA à jouer des pick and roll, mais quand il est arrivé, c'était surtout un gars qui shootait et qui posait maximum, on va dire, 3 dribbles, quoi.
Mais c'est ça, après, tu vois, c'est un truc qu'on se le dit souvent. La dernière, quand vous avez fait le podcast avec Alan, Ben, sur les ball handlers, je m'étais fait la même remarque en vous écoutant, parce que l'an dernier, vous aviez pas mis Scully Barnes, par exemple, en tant que ball handler. Là où moi, je Ouais, l'avais ball handler, et ouais. vous aviez dit, parce que je suis un fidèle auditeur au plus d'être un membre, vous aviez dit que à terme il deviendrait ball handler, mais que pour l'instant initialement c'était pas un ball handler, ou en tout cas un ball handler négatif dans de la créativité collective et même individuelle sur les 2 premières années. Et c'est une limite qu'on va avoir pour pas mal de joueurs, c'est de savoir jusqu'où ils peuvent monter, et ça peut leur valoir justement 8, 9 places le soir de la QV. Bien Il y a sûr. des franchises qui vont les drafter pour faire du ball handling et qui vont peut-être les surdrafter. Et inversement, il y a des joueurs qui vont pas être pris pour ces qualités-là et qui, on va dire, juste être dans un rôle de finition d'action. Bien sûr, c'est-à-dire, il y a souvent ce jeu-là d'ailleurs, la draft approchant, si vous deviez mixer, enfin rajouter un skill à un joueur, en particulier pour, lui amener, vraiment on va dire le plus haut potentiel, Shaedon Mm. Sharpe, c'est très facile. Je veux dire, tu lui donnes, le handle de, je sais pas, Kennedy Chandler ou Jean Montero ou un de ceux-là. Euh, voilà, ensuite, c'est pas très compliqué vu ses qualités physiques, athlétiques, de toucher, etc. Darren Sebron est dans tes ball handlers, j'imagine. Ouais, pour moi, c'est un ball handler même exclusif. C'est-à-dire que c'est un ailier sur le corps physique, mais que sans le ballon, il sert quasiment à rien. Donc, Est-ce qu'il peut pas être, s'il est mal utilisé, selon ce que, enfin pas utilisé comme cette année, est-ce qu'il peut pas faire partie justement des cutters, puisque c'est un joueur qui est quand même très puissant au cercle, qui finit bien, qui est large, qui est puissant. bah, il Est-ce l'a qu'il... pas trop fait à Ouais, NC State. Donc, pour le coup, il a eu en gros toute l'année, il a eu le ballon dans les mains. Et quand on lui a enlevé pour Gavin Smith, on l'a mis dans un corner alors qu'il n'avait pas un tir à 3 points développé. Ça s'est pas très bien passé. Donc, on pourrait peut-être l'utiliser comme ça, mais si tu le prends pour ça, en vrai, je le drafte pas. En tout cas, je le drafte pas du tout au premier tour, et même au second tour, j'ai du mal. Pour moi, il faut lui donner le ballon dans ses mains. hmm. Sinon, il sert à rien. Et j'ai un autre joueur qui ressemble à ça, moins extrême, mais c'est Johnny Davis. Pour moi, tu vois, il est sur ma limite de Ouais. ball handler ou wings. Et si tu le prends pour faire un wings, ce que les Pels pourraient faire par exemple, ben j'aime pas, et sa valeur elle baisse. Alors que si tu le prends en ball handler, bah je le trouve bien plus intéressant et ça lui fait monter sa valeur chez moi. Alors juste présente-moi, parce que les autres dont on a parlé, on avait déjà fait des podcasts dessus, des présentations. Johnny Davis, tu as Mm. fait une vidéo évidemment qui est sur notre chaîne replay YouTube, il me semble, hein. Oui, oui, normalement, oui. Euh, Est-ce que tu peux, donc 2 mètres, 2 mètres 8 d'envergure, 89 kilos, sophomore, jouant à Wisconsin, il a explosé pendant sa deuxième saison, il est passé de 7 à 20 points par match, de 3 à 7 rebonds, Mm. de 4 à 8 rebonds, il a doublé son nombre de passes décisives et de balles perdues par la même occasion. Et il shoot moyennement bien, 4 tentatives à 3 points par match pour seulement 31% de réussite, mais 79% au lancer franc sur 6 tentatives par match. Johnny Davis, s'il est utilisé comme un 3&D, est-ce qu'il peut quand même avoir du succès, ou est-ce que pour toi, il manque un peu de tir, de variété, de choses dans le genre? Bah, il a montré cette année à Wisconsin qu'il jouait dans une équipe où il y avait beaucoup de mouvements avec beaucoup de joueurs expérimentés, et lui en fait avait ce rôle un peu ingrat de lorsque le système capote, bah, c'est moi Ouais, qui récupère le ballon et je crée du pull-up. Il n'a pas été très à l'aise en catch and shoot, et ça se voit dans plusieurs habitudes motrices qu'il a besoin de poser un peu la balle au sol pour pouvoir se créer son tir. Et même dans le 3 points, 31%, c'est 2 tiers avec une passe décisive. Ça veut dire que dans un tiers des cas, il essaie de se créer son tir. Donc même là, il avait besoin de poser le ballon au sol pour revenir sur un geste extérieur. Loin du ballon, je trouve que l'athlète vertical est pas exceptionnel, donc dans le cut c'est plus limitant. Il joue beaucoup sur sa puissance, c'est pas non plus un rapide dans la panier, et le catch and shoot il est pas encore là. ouais. Défensivement, il fera le taf du Suyendi parce qu'il défend très bien, notamment les ailiers, très intelligent, très investi. Euh, mais c'est un mec qui a quasiment mis que du pull-up, notamment si on regarde ses tirs à mi-distance,
parce que j'aime bien élargir le tir au mi-distance. Il y a que 8% de ses tirs pris à mi-distance qui sont issus d'une passe décisive. Donc c'est vraiment un joueur de pull-up, bad shot maker, et j'aime bien le comparer un peu à Chris Middleton dans ce profil-là, même si Chris Middleton a montré par la suite, enfin surtout même au début pour s'installer en NBA, qu'il était capable de planter à gros volume en catch and shoot à 3 points. Ouais, c'est la différence effectivement et c'est ce qui va faire ou non le début de carrière de Johnny Davis puisqu'il n'aura pas énormément la balle entre les mains, il l'aura, mais il n'aura pas énormément. Mais s'il plante, euh, s'il parvient à utiliser ses qualités athlétiques grâce à une menace perçue au tir, évidemment, ça va lui ouvrir des portes bien, bien autres. 11e sur ton big board et en général, il est pareillement un petit peu plus haut. Il est Ah, pas huitième. plus haut, pardon. 8e, mais c'est Il de est ma huitième faute parce que je l'ai 9. mais parce que personne l'a mis plus bas que 9 en fait, et on est tous très homogènes. C'est ce qu'on disait hier soir quand on faisait le live avec les Spurs, on est tous très homogènes sur ce mec-là. Oui, Et c'est c'est pour un ça des qu'on rares l'a. no risk pour moi, hein. Un C'est des ça. rares no risk prospect, c'est-à-dire, et peu importe le contexte, il va apporter, même s'il apporte pas énormément, il va apporter. Alors, il va peut-être pas apporter comme un top 10 pick, c'est évident, mais il peut apporter. On a oublié un membre de ton top 10 en passant, et après, on fonctionnera peut-être plus par groupe, les groupes que tu nous as décrits au début, mais Jérémy Sohan, lui, va être à catégoriser de la même manière que Kendall Brown ou pas, c'est-à-dire ceux qui posent les écrans, les cutters et finisseurs, qui ont peut-être un autre potentiel que ça. Ouais, totalement, je les ai dans la même catégorie. Je sais que beaucoup de gens parlent de la passe de Jérémy Soran, et ce qui est vrai, c'est que c'est un joueur très intelligent, toujours bien placé, surtout défensivement en fait. Mais offensivement, on a vu qu'il y avait un dribble très très limité, un dribble très haut, un premier pas assez moyen, peu de variations, peu de tirs extérieurs, voire même pas de tirs extérieurs. Le catch and shoot, pour le coup, la mécanique et la fluidité ne sont pas là. Non. Donc pour moi, on est sur un mec qui va devoir exister sur de la pause d'écran, parce qu'il le fait déjà très bien vu qu'il a un antécédent professionnel en ayant joué dans des contextes soit équipe nationale adulte, soit Ouais. à Orange Academy en Allemagne, et qui sait déjà poser des écrans, rouler, écarter, enfin kicker, finir main droite, main gauche, et donc on est vraiment plus sur un finisseur exclusif. Mais voilà, il n'y a pas assez de ball handling pour que je l'ai en fluidificateur engrenage, pour moi. C'est un poste 5 de playoff. Il peut totalement, c'est vrai que moi au début je l'avais mis 3-4, wing stopper, et il peut être poste 5 de playoff, il peut être une sorte de Draymond Green, si tout se passe excellemment bien. Il peut être, au-delà du fait de changer de coupe de cheveux, enfin de couleur de cheveux tous les 2 jours, un Dennis Rodman. Alors Ouais. moins agressif, mais avoir ce rôle-là, un peu undersize, mais combattant, toujours très bien placé, très bon rebondeur. Et voilà, ça peut exactement être un profil souhaité en playoff. Euh, Dans ce même moule, donc, mais plus bas dans ton board, quels sont les autres joueurs qui rentrent dans ce moule de bon, bah, pour l'instant, ça shoot pas trop, mais il y a un vrai profil athlétique pour défendre, pour poser des écrans et pour être efficace vers le cercle. J'en ai 2 qui me viennent comme ça majoritairement. J'ai Tari Eason, heu, le l'ailier, de LSU, Ouais, qui est sophomore et qui sort effectivement de 2 saisons universitaires où il a changé d'école entre les 2. Il fait Cincinnati puis LSU. ouais. Il Et change pour le d'école coup et de d'une rôle, hein, quasiment d'utilisation aussi, hein. Ouais, il arrive à LSU et c'est le pyromane, même s'il prend pas trop de tir extérieur, mais en tout cas l'atout scoring en sortie de banc. Il est meilleur scoreur de son équipe en sortant du banc avec 24 minutes de temps de jeu seulement. Bête physique énorme, potentiel défensif XXL, même si pour le moment il y a un manque de maturité, de rigueur, et il fait 6 fautes en 25 minutes. Enfin, j'exagère, mais il fait plus de 3 fautes en 24 minutes. Mais le potentiel peut-être est un des plus excitants. C'est pour ça que certains l'ont top 10 voire top 8 de la draft, parce que le short roll est assez incroyable, et que s'il développe un tir extérieur, on peut avoir un joueur vraiment excellent en NBA. Pour les joueurs de ce groupe, le swing skill, celui qui peut les faire passer
joueur à valeur correcte à joueur à haute valeur, c'est le shoot ou il y en a un autre? Ouais, je dirais quand même le shoot. Je dirais quand même le shoot parce que ça t'ouvre bien plus de temps de jeu, bien plus de portes. Sachant que chez Harrison, pour le coup, t'as déjà un bout de dribble et pour moi, c'est plus facile d'acheter un tir en NBA qu'un dribble. Je Mmh. crois plus dans les joueurs qui développent un tir qu'un dribble. L'exemple que j'ai sur les postes d'ailier, c'est alors même si tir est mieux en sortant de fac, mais Miles Bridges, Michigan State est un énorme athlète, vraiment un tank et un mec Oui, monté c'est sur bête. ressort Ouais, ouais. et il développe un tir à 3 points à Charlotte avec un volume bien plus élevé, ce qui lui permet de montrer ses skills balle en main et sa puissance et sa brutalité, même en partenaire de pick and roll. Et maintenant, c'est un joueur qui a été considéré dans la course au All-Star Game et qui là peut prétendre à un très beau contrat pour un deuxième contrat. Ouais. D'autant alors, pour aller dans le sens de Tari Eason par rapport à, Kendall Brown, par rapport à Jérémy Soran, il y a un 80 au lancer franc qui fait bien, Hmm. qui fait très, très bien même, surtout quand on voit la progression entre année 1 et année 2 qui est extraordinaire. Il passe de 57 sur 2 tentatives par match à 80 sur 6 tentatives par match au niveau des lancers francs et même à 3 points, il a 36. Le volume est faible, 2,4 tentatives par match. Mais c'est pas un non-shooter, quoi, Tari Eason. Non, je crois plus dans le tir que pour Jérémy Soran, par exemple, où je suis assez persuadé que ça se fera pas dans son contrat rookie. Ouais. Moi, là-dessus, j'y crois plus. C'est si j'ai des réserves sur le joueur et que je l'ai plus bas, c'est la mentalité sur le terrain. Hmm. C'est un joueur qui m'a montré en 2 ans qu'il a jamais écouté ses coachs. C'était des très mauvais coachs à Cincinnati et LSU, mais il les écoutait pas. Quand on lui disait passer le ballon, bah lui, il tirait quand même. Et il y a une instabilité dans voilà, il faut qu'ils prennent en rigueur sur un Hmm. terrain, ne pas faire des fautes, ne pas se jeter dans les feintes, ne pas vouloir trop en faire, et cetera. Ce qui me fait un peu plus douter que Ouais. le Il y a tir. la valeur de l'environnement toujours. Là, on parlait de Brown et Sohan qui ont été à Baylor, qui est une école de basketball. On le répétera jamais assez, mais voilà, strict et structuré et les joueurs ne débordent pas de leur cadre généralement, même si ça n'empêche pas de la créativité, mais les joueurs ne débordent pas de leur cadre. Cincinnati, alors je ne le regardais pas trop à Cincinnati, mais c'est pas connu non plus pour être une fac formatrice. Et LSU, c'est un joyeux bordel depuis des années et cette dernière saison en particulier d'ailleurs. Tout le monde est parti à la fin de la saison. Enfin bref, ils ont eu des problèmes aussi extra sportifs. Donc, Ouais, le coach s'est fait virer. ouais, le coach s'est fait virer. Enfin, tous les joueurs ont décommit, comme on dit. Bref. Donc, il y a aussi peut-être cet aspect-là à prendre en compte sur Tari Eason, mais pour le coup, les inquiétudes sur la prise de décision en match sont réelles. Tu disais avoir un autre joueur dans ce moule-là, c'est Josh Minot ou Ouais, c'est c'est ça, quelqu'un d'autre? c'est Ouais, lui. c'est lui. Non, non, c'est Maynot, l'ailier de Memphis, le Jamaïcain, parce que j'ai appris qu'il était Jamaïcain, alors que moi je l'avais noté américain, mais il a fait le U18, je crois, avec la Jamaïque. C'est Ouais. Alan qui m'avait trouvé ça, parce qu'il m'avait trouvé les stats à 3 points où le joueur avait bien tiré pour son équipe nationale, alors qu'il a très mal tiré à Memphis. Alors, il sortait du banc, jeune, joueur très 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 jeune. Pour le coup, je l'appelle Derrick Jones 2.0 parce qu'on est sur un profil filiforme, longiligne, monté sur ressort, avec une polyvalence défensive vraiment très excitante, je trouve, sur les postes 2, 3, 4. Mm. Un très bon passeur. Un vraiment très bon passeur. Je l'ai pas fluidificateur parce que le dribble est vraiment très mauvais, mais j'aime beaucoup les qualités de passe, donc je pense que pick and roll, je roule et je peux ensuite faire le bon choix. Ça j'aime beaucoup. Belle finition près du panier et encore une fois un tir à 3 points à vraiment stabiliser pour pouvoir exister en NBA. Ouais. Qui sont alors les fluidificateurs? Puisque tu disais que c'était le profil que tu valorisais le plus par sa rareté et par son efficacité aussi en NBA. Bah, j'en ai du coup à différents niveaux. Alors Johnny Davis, on en a déjà parlé. Je te fais une petite liste comme ça Ouais, et si. après tu remontes sur ce que tu veux. J'ai mis dedans Jovic, le Serbe. J'ai mis Jalen Williams de Santa Clara. J'ai Ouais. mis Dalen Terry
d'Arizona, Keegan Murray, parce qu'il faut le mettre quelque part quand même, et j'ai voulu être sympa et le mettre en fluidificateur quand même, et Ousmane Dieng. Ok. Alors c'est quand même intéressant parce que sur tous ceux que tu me cites, Manu en a au moins 3 ou 4 en ce qu'il appelle porteur de ballon secondaire. Trop bien. Euh, donc Ousmane Dieng, Nikola Jovic, Dalen Terry, il les a et ouais, c'est ça, il les a en porteur de ballon secondaire. On va parler de du coup rapidement de Dalen Terry, Mhm. qui moi je l'ai re-regardé, je l'ai monté énormément dans mon board, j'ai regardé récemment, euh, m'a impressionné sur des flashs plus qu'autre chose. Comment tu le vois déjà, est-ce que sa valeur à lui, elle n'est pas avant tout défensive, c'est-à-dire sur le point of attack, on a vu que bah, en playoff, c'est quand même hyper important. Ah si, totalement. C'est un mec de plus de 2 mètres. En plus, il a été remesuré à la hausse là à 2,03 je 2,04, ouais. crois. À 2,04 ça au combine, alors qu'on l'avait à 98 avant, et on s'est donné parce qu'on le trouvait plus grand que Bénédicte Mathurin, qui a montré qu'il pouvait défendre sur les petits ultra rapides comme sur les plus gros profils. Et en plus, il a la mentalité de sale gosse qui veut tuer tout le monde, toujours à rentrer dans la tête de son attaquant, toujours bien placé, voilà, toujours cette mentalité de trash talking pour défendre. Donc clairement, son atout premier, il est défensif. Je suis d'accord avec ça. Et après, offensivement, toi, tu en parles comme un connecteur, un fluidificateur, Mm. parce que, alors je vais donner deux stats, 22% d'assists, seulement moins de 17% de balles perdues, ce qui est le meilleur ratio pour les joueurs que tu as cités. Ouais, c'est un joueur qui joue dans une équipe d'Arizona très Oui, bien léchée, très compétitive, avec il y avait en gros trois meneurs. Enfin, il y avait Kerr Kriisa, il y avait lui, il y avait Ben Mathurin Ben, qui avait peut-être de rotation en main, mais il y avait Azuolas Tubelis qui jouait beaucoup de hand-off. Donc ça jouait très très bien Arizona, et donc il était déchargé de ça. Il passe plutôt bien, capable de passer aux trois niveaux, lobé, sol, direct, un peu de manip visuel, mais je trouve que le dribble est trop faible, notamment dans le changement de vitesse, dans le changement de direction, pour ouais. que ce soit pour moi un créateur secondaire au niveau. Peut-être que c'est un mec qui peut remonter le ballon, mettre un peu les choses en place, temporiser, jeter, mais il sera optimisé en jouant avec deux ou voire trois meilleurs ball handlers. Ça peut être un joueur qui peut être parfait dans des équipes qui ont les ballons dans les mains des ailiers. Ça peut Hmm. être et lui il doit défendre. Ça peut être le scénario idéal pour son développement à lui. Est-ce qu'on a une sorte de comparaison pour ce genre de profil j'aurais dit Ah, peut-être il y a le Keldon fantasme Lonzo Johnson. Ball. Ah Oui, bah tu vois, on est sur des choses un peu différentes, mais il y a ce truc du mec qui joue meneur, qui défend les arrières et qui peut switcher sur des ailiers, qui peut dribbler, passer et shooter en catch and shoot, et être efficace. Donc tu préfères avoir 5 mecs qui passent sur un terrain. Je pense que Lonzo Ball, c'est le scénario ultra optimiste, même si Lonzo Ball avait beaucoup plus de créativité à la passe et quand même plus de dribble à UCLA. bien sûr. Alors les deux autres que Manu a cités, donc Ousmane Dieng, pour toi n'est pas, je vais plus t'attaquer là-dessus, pas un porteur de ballon. Pour toi, il va apporter de la valeur en tant que fluidificateur, connecteur. Et du coup, il perd beaucoup de valeur. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas aussi haut que Ouais, certains. C'est parce que j'ai bien aimé ce qu'il a pu montrer dans justement lui le changement de direction, changement de vitesse, mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui va tout le temps manquer de puissance, qui va toujours manquer des capacités athlétiques à pouvoir imposer son propre rythme et imposer son corps au niveau supérieur. Et j'ai pour le moment pas assez de toucher balle en main, notamment dans de la création de pull-up mi-distance, 3 points, et même sur le floater game, pour avoir de façon très crédible un porteur de balle. Je lui souhaite, mais je suis assez pessimiste sur ce scénario-là. ok. On en reparlera probablement lors du live sur les chances des Français à draft. Nicolas Jovic. Alors lui, c'est quand même intéressant parce que par rapport aux autres, bon, il mesure 2,12 m. Et tu l'as mis quand même dans les potentiels connecteurs. Ouais, Et en c'est plus, un lui, joueur il très shoot très mieux grand. que les autres, tous les autres que tu C'est as ça. cités. Son,
Alors il y a 2 choses. Il y a le fait que, bon, il y a Nico, il soulignait une main gauche assez faible. Moi, j'ai trouvé ça plutôt rassurant cette année, la main gauche. Mais j'ai l'impression qu'il va être drafté plus bas, que peut-être des mecs qu'on a cités, qui va peut-être être drafté en bordure du top 20, qu'on va pas lui demander de tenir le ballon au départ et qui va devoir exister majoritairement comme un fluidificateur, sur un rôle en sortie de banc de joker, de scoring, peut-être ce que Kyle Kuzma a fait au fur et à mesure Mmh. et du coup dans une équipe compétitive, pour moi, c'est plus un mec qui peut marquer des paniers, qui peut dépanner sur plein de situations, mais qui est pas un porteur de balle. Heu, j'ai j'ai l'impression qu'il va lui manquer J'avais de la donné à confiance. Manu la comparaison, alors très facile, hein, fainéante, de Bojan Bogdanovic en termes de rôle. Ah et C'est pour moi, Bojan enfin, comment dire? Arrive Bojan alors attends, parce que je confonds tout le temps. Bojan, celui Bojan d'Utah? Boj oui. Ouais, plus puissant, plus bully. Mais Bojan, est-ce que c'est un créateur secondaire pour toi? Bah, Bojan, je l'ai déjà vu jouer des pick and roll, je l'ai déjà vu, Ouais, mais je l'ai déjà vu surtout être un connecteur, en fait, comme tu dis, tu vois? C'est un c'est gars qui ça. shoot bien, qui est un connecteur et lui, il va plus être un connecteur, en puissance plutôt qu'en technique. Jovic, ça va être plus sur la technique et la taille. Mmh. Bojan, ça va davantage être sur, voilà, je fais un dribble fort, j'arrive à déloger un peu mon adversaire, à continuer à le décalage qui a été créé pour moi. Mais c'est Ouais, en ça en ça que je je donnais suis la d'accord. comparaison. Je suis d'accord avec ça et en fait, tous les mecs dont on a cité, voilà, c'est pas parce que je dis connecteur qu'ils pourront pas de temps en temps jouer un pick and roll. Là, Mmh. tous les mecs que je cite là vont pouvoir jouer un pick and roll, sauf que pour moi, il y a pas un système qui dit, qui commence en tout cas par: «On joue un pick and roll pour que tu trouves une passe ouverte ou que tu marques Ouais, toi-même». Mais plutôt, j'ai un renversement, j'ai une fin de système, ça capote un petit peu, bah, viens, je t'appelle, j'appelle un intérieur, je peux poser le ballon et profiter de l'écran et trouver une ouais, solution, mais on se base pas sur leur qualité intrinsèque à créer du jeu collectif, en première intention. bien sûr. On est d'accord. Alors pourquoi j'ai ouvert Jalen Williams? Je ne sais pas, il ne fait pas Parce partie que de c'est tes Jalen que oubliés. j'avais moi et qui sont Ah juste oui, à côté. Ils étaient juste à côté, ah, ils sont avant juste ma à mise à jour. côté. D'accord. Avant ma mise à jour, ouais. Alors Jalen Williams, ça c'est intéressant puisque c'est un nom qui monte et donc forcément Mmh. on a un peu moins parlé que les autres, peut-être cette saison. Joueur de Santa Clara, qui a une grosse taille pour toi, c'est quoi sa porte d'entrée, dans la NBA? Pour moi, c'est, un top 3 défenseur ailier de sa cuvée, Ouais, avec, Ochai Agbaji et AJ Griffin. Il y a Jeremy Soran aussi à côté, donc voilà, c'est dans le top 4, donc c'est un des meilleurs défenseurs, qui a défendu plus grand cette année en NCAA plus petit pardon que sa taille parce qu'il y avait pas d'extérieur à Santa Clara. Donc je l'ai vu défendre des pick and roll et j'ai vu un joueur qui est capable de traverser des écrans, porteurs ou non porteurs, qui fait un travail de scouting sur ses adversaires, remarquable à chaque fois. Il sait qui peut tirer en sortie d'écran ou en sortie de dribble, qui peut driver main droite, main gauche. mmh, C'est un mec qui a des fondements défensifs vraiment exceptionnels et qui en plus, montre un volume à 3 points sur 3 tentatives avec une belle efficacité. Faut voir s'il peut tirer à plus haut volume et moi j'en ai eu que des échos positifs et enfin qui est un vrai bon passeur, qui a pu jouer du pick and roll mais qui était vraiment un excellent passeur pour sa taille. absolument, plus de 4 passes de moyenne, cette saison, avec, seulement 2,1 balles perdues. Certes, c'est une plus petite, conférence, donc il a eu des matchs un peu plus faciles, mais, cette année, il y avait du niveau dans la WCC. Donc c'était pas forcément évident et donc d'autant plus de crédit à être un bon défenseur que, il supportait 25 de taux d'usage, donc ce qui est pas extraordinaire, c'est pas Ja Morantesque à Murray State, mais, ça veut dire qu'il avait le ballon entre les mains comme tu l'as expliqué. Keegan Murray donc, que tu ne Mmh. classes pas donc parmi les ball handlers évidemment, Non. pas parmi les intérieurs non plus. Hem, Quel est son rôle idéal à Keegan Murray? De base, pour moi, il y a un truc qu'il va faire très bien, c'est poseur d'écran de pick and pop.
il va exceller là-dedans parce qu'il a un très bon tir et qu'il y a une fluidité pour déclencher ce geste-là. Et j'ai voulu le mettre en fluidificateur parce que même si j'en ai plutôt du mal toute l'année, parce qu'on a vu quand même un mec qui fait toujours les bons choix, balle en Ouais, main. J'ai l'impression que c'est un gars qui va toujours faire la bonne passe, qui va pas essayer de croquer, il peut proposer plus que simplement, tirer ou finir près du cercle alors qu'un athlète assez moyen. Donc j'ai envie de croire que ce mec-là bien utilisé peut vraiment fluidifier du jeu et on est sur un profil. Tout à l'heure je parlais d'autoporteur en fluidificateur et on pense pas tellement à lui en base en termes d'engrenage, mais qui fait tout sur un terrain, dans de la ouais. pose d'écran, dans du renversement, dans de la lecture, et qui rend vraiment une attaque meilleure sur l'homme et loin du ballon. Donc c'est pour ça que je l'ai fait rentrer dans cette catégorie-là, notre ami Keegan Murray. J'aime bien la comparaison avec peut-être, en plus d'autoporteur, du fait de son rôle en NCAA, de son passé, une capacité à punir les match-up de personnes plus petites que lui. Il a un jeu au Totalement. poste, il a cette faculté à avoir des appuis forts de près. La stat impressionnante, évidemment, Keegan Murray, pour un joueur qui marque 23 points par match, c'est qu'il a moins de 6% de ballons perdus. Ce qui est, je ne sais pas si j'ai déjà vu ça chez un prospect à haute utilisation au volume en NCAA. On a fini avec les connecteurs, Hugues, ou est-ce qu'il y en a un peu plus bas dans ta draft à qui il manque peut-être un petit truc pour être connecteur, mais qui peuvent l'être. Voilà, à la volette, je te dirais qu'on a fait le tour et puis si jamais en mention à la fin, je lâcherai des fire bullets si je retrouve un Ok. truc dans ma mock Peyton pour pas Watson. ralentir le. À Peyton Watson, moi le problème c'est Peyton Watson, c'est que j'ai quasiment rien vu à UCLA, donc enfin j'ai rien vu à UCLA, donc je me base plus sur du lycéen et sur du I-19 et lui pour le coup j'ai l'impression qu'il apporte que ça en fait, que de la passe et de la lecture, mais qu'il y a rien, enfin il y a pas grand chose en finition, il y a pas grand chose dans le tir extérieur, donc je suis pas fan du profil, donc c'est pas moi qui vais être le mieux placé pour défendre le garçon. Ok. Donc, il nous reste les 3D classiques, on va Mmh. dire. Alors, donc, j'imagine que tu as Ochai Agbaji. J'essaie Mmh. de jouer aux devinettes. Tu as peut-être Ben Maturin. Ouais. Ouais, ouais, Euh, ouais, moi je le mets là. tu as, tu as peut-être Wendell Moore. Sinon, je vois pas où tu pourrais l'avoir. Oui, je l'ai là, Wendell Euh, Moore aussi. peut-être Pat Baldwin. Ouais, je l'ai mis là. Hmm. J'ai, Christian si tu veux, Brown. Christian Brown. Marjon Beauchamp. Ouais, je l'ai mis euh, là, même si là je sais que t'aimes pas trop le tir du joueur. et Caleb Houston. J'ai Caleb Houston et puis après j'ai des noms un peu plus folkloriques, un peu Et, plus bas, et mais juste Malakai Branham, tu le mets et bah dans les voilà, ball handlers. je l'ai là. Non, je l'ai mis là, je l'ai mis là. Ok, Et je l'ai sur troisième sur ma liste là. ok, ok. Alors commençons par lui, parce il va être top 20, hein. Enfin, sauf Ouais, surprise, il va être top 20. Toi, tu l'as à 36. C'est un joueur qui a shooté de manière assez extraordinaire au niveau des chiffres cette saison du côté de Ohio State, qui a eu beaucoup de mal à aller au cercle. C'est ce que tu lui ouais, reproches principalement. 3 lancers exactement. tentés seulement par match, pas beaucoup de tirs de près. Mais dans les pourcentages, bah, c'est quand même plus de 50% à 2 points, plus de 40% à 3 points, plus de 80% en lancer franc. Donc lui, sa porte d'entrée. Donc lui, pour toi, son rôle, ça va être du tir et du coup, tu le fais un petit peu descendre dans ton ranking. C'est ça Ouais, l'idée. ce qui me fait baisser, c'est que je trouve que c'est un des dribbles les plus faibles dans les mecs dont on a parlé ce soir. Vraiment, je trouve que le dribble est vraiment très mauvais pour l'accès au panier et que dès que tu mets un peu de contact dessus, bah, il panique, il s'arrête et il tire. Ce qui fait très bien. C'est un excellent tireur en pull-up à mi-distance, vraiment très impressionnant. Et le deuxième chose qui me le fait le baisser, c'est que le joueur se voit comme un ball handler. Hmm. Et Il j'ai, l'était au lycée. On discutait avec Manu, il l'était au lycée. ouais. Ouais, ouais, bah ça, je suis pas trop surpris. Ce que j'avais vu dans les interviews qui sont passées, lors, tu sais, quand ils ont fait
le combine et il y avait des petites interviews en courtside et tout ça, il se disait que lui, il avait le ballon dans les mains et qu'il se voyait bien l'avoir au niveau d'après. Et je vois pas dans quel monde ça peut arriver en NBA Hmm. si son dribble n'évolue pas drastiquement. Et les joueurs qui ont une image d'eux-mêmes qui, pour moi, ne n'est pas cohérente avec la réalité, ça me les fait beaucoup baisser parce que j'ai peur que ce soit des mecs qui ont du mal à s'adapter en NBA, qui trouvent pas leur rôle et qui du coup sous-performent et disparaissent. C'est pour ça que je l'ai peut-être beaucoup plus bas que le consensus, malgré les qualités de tir, et je pense que le tir à 3 points, malgré les 2 tirs par match seulement, ça va augmenter, et les qualités défensives, je suis peut-être pas aussi emballé que tout le monde sur la polyvalence du mec. Par contre, sur le point of attack, pourrait exister à côté d'un second enfin d'un ball fort, et du coup devoir faire les missions défensives que ce mec-là fait pas, ça me semble tout à fait cohérent. On notera quand même la 7e place accordée à Malachi Branham par le grand Alan Guillou. Voilà, qui est 13e. Non, mais les disparités sont importantes. C'est un Ouais. prospect qui divise, c'est intéressant. Parmi le reste du groupe, comment tu différencies les uns des autres? Bah, Vas-y. il y a des shooters de très 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 haut volume. Il y a les mecs dont je sais que ça va marcher, qui ont plein de tirs en répertoire, notamment Ochai Agbaji, Bénédicte Mathurin, que j'ai très haut, et un peu plus bas, je vais avoir des mecs, si on est sur les gars un peu plus folkloriques, genre Jamal Cain, Gabe Dibon, etc., ou Kellen Grady, qui ont plus de tirs en répertoire. Et après, je vais avoir les gars qui de base enfin qui espéraient être des ball handlers et qui sont devenus des 3&D, et donc va falloir confirmer ces habitudes motrices là sur du très gros volume. Ok, donc Ochai Agbaji, ce qu'il a de plus que les autres, c'est la saison qu'il sort au tir qui est extraordinaire. Enfin, qui est extraordinaire, qui est très très bonne. 40, plus de 40% à 3 points, plus de 50% à 2 points. Un bémol au lancer franc avec seulement 74% de réussite. Mm. C'est ça, hein. Quand tu dis variété, qu'est-ce que tu veux dire par variété? Ben, c'est un joueur qui peut, pour l'exemple d'Oshai, qui peut tirer soit sur de la fin de chaîne, donc vraiment je suis à l'arrêt, mes mains elles sont prêtes et je dégaine en catch and shoot, qui peut sortir des écrans, donc sur un système de floppy, flare screen, etc., où, Hmm. j'ai une course et je me réaxe vers le panier et je peux tirer rapidement. Capacité à poser un ou deux dribbles au sol si le défenseur se jette dans le closeout, et pour pouvoir retirer en deuxième attention, et puis jouer avec les écrans sur des hand-off, euh, pour pouvoir justement perturber la défense. Et pour des profils un peu plus grands qu'Oshai Badji, est-ce que tu peux poser un écran et faire du pick and pop, parce que c'est encore un tir un peu particulier, la spécialité de Patrick Baldwin ou Keegan Murray dont on a parlé un peu plus tôt. Ouais. Ben Maturin, on lui donne à peu près le même arsenal, simplement tu trouves qu'il va un peu moins bien au cercle, c'est ça? Ouais, et On a un encore une podcast fois, sur lui, donc c'est pas, c'est ça, je on le n'est pas disais, obligé de c'est que pour moi, s'étendre. Ben Maturin se voit comme un porteur de balle. Ouais, Dans ses interviews, il a fait que ça aussi. Je vais porter le ballon, je vais porter le ballon, et il a pas le dribble, il a pas la passe, il a pas la créativité pour être ça. Et donc j'ai très peur de l'échec, et c'est pour ça que je l'ai bien plus bas que tout le monde. Et si jamais il se disait je suis un Souyendi élite, euh, je le mettrais plus haut, et il peut vraiment être un des meilleurs de la NBA dans ce rôle-là, ouais. au niveau supérieur. Ensuite, Wendell Moore, au niveau de la diversité de tir, on va rester là-dessus. Qu'est-ce qu'il a de moins que Ochai? Wendell Moore, il a moins le fait de pouvoir sortir des écrans. C'est plus un catch and shooter de spot-up, de fin de chaîne. Il y a pour moi un écart un petit peu entre la main droite et la main gauche, où quand il récupère le ballon, sur sa main gauche, c'est plus difficile pour lui de réaxer, de tirer. Et naturellement, là où Shayak Badji comprend bien le jeu et sait se replacer par rapport au porteur de Ouais. balle et par rapport à l'angle de passe, Wendell Moore a un peu plus de difficultés. C'est un truc qu'il a travaillé sur 3 ans, mais c'est moins naturel pour lui. Ou s'il est dans le corner, et ben qui, au lieu de se remettre à 45 degrés, on est un peu plus hésitant. Donc voilà, il y a moins de fluidité au global. Hmm.
Pat Baldwin encore un petit peu moins. Là, pareil, on a fait un podcast sur lui, donc on vous renvoie là-dessus. Mais euh, en gros, pour moi, c'est un shooter, ce que j'appelle nord-sud. C'est-à-dire, c'est un gars qui, s'il reçoit la balle en trailer ou si, comme tu disais, en pick and pop, il est excellent Mm. parce que son tir part haut, parce que ses appuis sont bien posés. Maintenant, sur la latéralité, sur les side steps plutôt que les step back, il va être. Alors qu'il a un step back, même s'il n'est pas très mobile, mais il n'a pas trop de side step. Donc ça va être plus là-dessus. Et puis évidemment, un peu moins de défense sur les ailiers que ceux précédemment cités. On a Christian Brown. Alors ça m'intéresse. On va y passer une petite minute sur Christian Brown, coéquipier d'Ochai Agbaji. Qu'est-ce Mhm. qu'il a de moins, selon toi, pour se retrouver donc une quinzaine de places plus loin? Ah, c'est un peu tout. Déjà, il a 1 an de moins que Shayak Badji, même à Kansas. C'est un joueur qui, pour le coup, est un peu plus latéralisé sur son tir, même s'il a du tir aussi en sortie d'écran. En tout cas, dans de la course, c'est un moins bon athlète en général, c'est un moins bon finisseur près du panier. Voilà, c'est un joueur qui fait tout bien, mais qui sera un bon role player au niveau supérieur. Là, pour Oshai, moi, j'ai des espoirs. Plus important parce que le mec a commencé le basket très tard et s'est développé. Christian Brown, j'ai aucun doute sur le fait qu'il ait plusieurs contrats, donc on pourrait évaluer ça un peu plus haut dans la draft. C'est juste que ça va être un très bon role player toute sa carrière. Et il a une Ouais. envergure négative, c'est un peu, je crois que c'est le seul de la QV, donc allez, comment ça s'appelle envergure, je vais lui enlever Ouais. quelques places pour ça. Une des particularités souvent des bons shooters. Puisque plus le bras est court, Ouais, moins il a la place d'aller de travers, si on pourrait dire. je suis Euh, l'exception. Bien sûr. Euh, Caleb Houston ou Houston, je crois qu'on dit, les Canadiens disent Houston, euh, joueur de Michigan qui est un peu plus grand que tous ceux qu'on a cités en taille. Euh, voilà, il fait pas une bonne saison, mais tu vois, la dernière fois, je regardais un peu de film et je passais sur les stats. Évidemment, il shoot mal à 2 points, très mal. Faut dire que le Mm. spacing à Michigan, c'était pas non plus la panacée. Euh, mais il pose 35% à 3 points sur 5 tentatives, 78% en c'est franc. Hein. Pour un freshman, c'est bien. Hein. Oui, et puis c'est un mec qui a montré sur catch and shoot qu'il allait être efficace. Ses 3 points, c'est quasiment que du catch and shoot et il a souffert, tu le dis. Michigan un spacing et puis un système de jeu assez complexe où il a eu du mal à trouver sa place, Ouais, perdu des deux côtés du terrain et il y a une montée en puissance. C'est juste qu'encore une fois, c'est un joueur qui avait été annoncé comme un porteur de balle et qui a déçu et du coup sa cote elle est descendue, peut-être trop descendue. Moi ce qui me fait le dévaluer c'est ça, c'est qu'il fait pas une bonne saison, qu'il a montré des limites athlétiques, qu'il a monté des limites dans le dribble, dans les choix de jeu, il attaque beaucoup la ouais, ligne de fond et il s'enferme dans des petits espaces alors qu'il a pas le dribble pour s'en sortir. Mais j'ai pas de doute sur le fait qu'il se soit un bon tireur à 3 points ouais, ouais. au niveau NBA. Oui, je suis d'accord dans les choix de jeu, et même moi j'insisterais plus là-dessus que sur les autres problèmes. Comment tu le juges défensivement en quelques mots? Ben, il a un corps est vraiment intéressant, perdu dans les écrans, je trouve, il connecte pas, il suit pas, il fait pas d'efforts, il se fait prendre un peu dans les écrans. Par contre sur de la défense déliée, j'ai pas de problème là-dessus une fois que la tête et que la compréhension du jeu suivra le reste. Ok. Marjon Beauchamp. Alors, Ouais, effectivement, finalement, regarde, Hugues, on n'est pas d'accord et on l'a à la même place. Moi, j'ai 34, tu as 35. ouais, Euh, il a qu'est-ce baissé que. là chez moi. Ouais, tu l'as un peu descendu. Bah alors, il est un peu plus vieux que tous les prospects qui jouaient en G-League Ignite avec lui. Après, il a un parcours, voilà, c'est storytelling, les Américains aiment bien. Il était à l'agonie il y a 2 ans, il sortait de Juco et là, il est dans la green room. 1,99, 2,13 d'envergure. Pour toi, c'est plus un défenseur qu'un shooter. Est-ce que tu crois vraiment en son tir? Je crois dans le tir. Je crois dans le tir parce que j'ai vu du mi-distance
en fluidité, dans des zones, sur du face-up jumper et j'ai aimé ce que j'ai vu. Il avait mieux tiré dans les programmes un peu inférieurs, de façon assez aléatoire et on sait que le niveau de la JUCO, voilà, ça vaut ce que ça vaut et je suis pas du tout expert là-dessus, mais il a pu montrer un peu plus d'adresse sur d'autres parcours. Défensivement très, très impliqué, un très bel athlète. Moi, je vois tout de suite qu'il peut poser des écrans, il peut couper loin du ballon. Il a failli être dans le profil, athlète, tu vois, qu'on avait tout à l'heure avec les Soran Brown et tout. Ouais. C'est juste que je trouve qu'il a un peu plus de skills un peu partout et que je visualise bien un gars qui s'en sort bien, par la suite et notamment sur de la pose d'écran. OK, ça c'est intéressant. C'est pas quelque chose qui est souvent dit, Mmh. quand on le projette. Ensuite, je te donne, bah, voilà, de la plutôt des cartes blanches pour citer les joueurs qu'on n'a pas cités et qui, selon toi, tous appartiennent au moule 3&D ou est-ce qu'il y a d'autres, des connecteurs, des voilà? Ron Harper Jr. est un est Souyendi est un 3&D. Souyen ouais, que j'aimais beaucoup déjà l'an dernier parce que, au-delà du fait que ce soit le fils de Ron Harper et que, joueur des Bulls et tout, mais, c'est un joueur très puissant, très tanké, qui a un Oui. tir qui part au sol, mais, assez fiable, qui a fait plutôt une belle saison d'adresse avec des responsabilités, qui faisait peu d'efforts au rebond l'an dernier, mais cette année il s'y est mis et je pense que lui peut arriver et tout de suite jouer parce qu'il aura pas de problème d'adaptation physique, Ron Harper, donc je suis assez serein et puis en plus il a un papa, ancien joueur NBA, donc la transition professionnelle devrait bien se passer pour le joueur. Tu as mis Jamal Cain, Ouais, qui a eu une mauvaise saison à 3 points, mais qui en carrière à 35 75 au lancer, qui jouait à Marquette, et qui a décidé de transférer pour sa 5e année NCAA à ouais, Auckland. à Auckland. Ouais, c'est un joueur qui, était, le role player de Marquette. Alors c'est déjà pas ouf d'être un role player en NCAA, Ouais, qui se tapait les plus grosses missions défensives et qui tirait bien sur de la finition et puis ils ont changé de coach. Shaka Smart, le terrible, a repris les rênes, il s'est fait pousser des cheveux et puis il a repris les rênes du coaching de Marquette et lui, il est parti à Auckland parce qu'il voulait montrer que c'était plus qu'un role player et c'est devenu la star d'Auckland, ce qui explique aussi les pourcentages à 3 points plus bas parce que c'était vraiment la seule menace offensive de l'équipe. Mais j'ai un joueur qui peut tirer partout, qui peut poser des écrans, donc joueur qui peut être en pick and pop, qui a montré une capacité à se réaxer dans l'axe, à se réaxer vers le panier pour tirer, et qui défensivement, je le projette pour défendre du poste 2, 3, 4, et qui sait aussi jouer les mismatchs poste bas avec un ouais, fade away et des fondamentaux. Donc voilà, un joueur un peu sous les radars, mais si on lui donne sa chance, j'ai pas de doute que ça se passe bien. Et tu me demandais tout à l'heure, hein, à la volée, les joueurs ouais, peut-être facilitateurs de jeu sur les ailiers. Je t'avais dit si j'en retrouve un, ben Marquette, ça me fait penser à Justin Lewis, ouais. le l'ailier qui a eu beaucoup le ballon, bully, assez anachronique parce que joueur poste bas, joueur très puissant, qui est quasiment un ball handler, à la fac, mais que je vois plus être un facilitateur de jeu, au Une niveau sorte de Grant supérieur. Williams du pauvre. Ouais, ouais, j'aime bien la comparaison. J'aime bien la comparaison. Très puissant, très bully, capable de tirer. Je pense qu'il tirera mieux à 3 points, au fur et à mesure de sa carrière. Défensivement, pas toujours impliqué, mais les outils sont là pour être un bon gros relou, très fort rebondeur, undersize. Donc ça peut être un vrai bon joueur de rotation qui fluidifie et qui Ouais. qui peut dépanner sur un match dans la création. Alors parmi tous ceux qui restent, on manque de temps, mais je les cite, tu me diras s'il en manque. On a Gabe Brown, Keon Mmh. Ellis, Yu Jung Lee, Max Christie, Kellan Grady. J'imagine que tu mets Jermaine Samuels dans ce lot, Ouais, Justin Michael Moore. DeVoe, Justin Moore, Taz Sherman, je sais même pas s'il est candidat. Voilà, et après, il y a quelques mecs qui sont pas candidats, hein. Il va falloir que tu les enlèves, à mon avis. Ouais, je les ai mis tout en bas. Je les ai mis tout en bas. J'ai essayé de supprimer des trucs, mais je les ai descendus. Jalen Wilson en connecteur, mais je suis pas sûr qu'il reste finalement, mais il a fait le combine, donc là-dessus, faut que je vérifie. Mais Ouais, joueur je de sais que Manu aime Kansas aussi. beaucoup. Ouais. Ouais, en connecteur. Et donc, parmi tous Puis ceux que j'ai cités, qui est le meilleur shooter?
qui est le shooter qui va apporter directement par Je- son je- adresse diversité aussi. il y en a deux, si, parce que voilà, tu me demandes le meilleur et je te réponds qu'il y en a deux parce que je suis un relou, Michael Devo et Kylian Guedi. Ok. Devo sur un profil un peu plus petit, Guedi un peu plus grand, un peu plus athlétique, moins bon créateur, moins bon passeur, mais deux spécialistes qui, je pense, vont cartonner en NBA. Michael Deveau, que tu me fais plaisir de mettre en 53, c'est beau. Même moi, je l'ai en dehors du top 60. Hugo Besson était classé chez Ball Handler par Manu. Ce sera ma dernière question. Toi, tu le classes là ou tu le vois plutôt en 3&D du coup, même si bon, il défend pas trop. Bah ouais, voilà, c'était le même problème que Johnny Juzang, c'est que c'est un peu des mecs à part, c'est des mecs, c'est des pyromanes. Et Juzang, je le préfère en 3&D. Pour moi, Hugo Besson, je vais être assez négatif et je suis désolé pour la communauté française, mais c'est un mec qui va vivre et mourir en mettant des cartons, ce qu'ont pu être je sais pas, Emmanuel Quickly le fait très bien, Jordan Clarkson le fait très bien, mais il y a tellement de scénarios que ça marche pas. Comment il s'appelle, le Ouais. mec d'Arizona, peut-être que je te pose une colle là, tu sais. Alonzo Trier. Alonso Trier, merci. Et moi j'avais un gars à Chicago aussi qui sortait de LSU, là je perds tous mes mots, qui ressemblait à Black M. Voilà, c'est des gars très gros profil scoreur, mais j'y crois pas. Donc je les mets nulle part. Ouais. Mais il est là, bon, il est là dans ton port. Je l'ai classé, Euh, je l'ai classé. Absolument. Donc, moi, mon préféré de tous ceux que tu as cités, même si, si, je l'ai mis 32, c'est Keon Ellis. C'est le joueur Ouais. d'Alabama qui finit fort la saison et qui est long. Je trouve excellent, vraiment excellent en défense. Il est chiant, quoi. Il est long, il est un peu osseux et tout, là. Et, et puis qui shoot bien, en fait. Qui shoot très, très bien. Alors après, on bénéficie toujours du système quand on est à Alabama, c'est comme ça. Mais de Puisque toute c'est façon, un je pense qu'on jeu est assez assez d'accord similaire. que parmi Hein? tous les mecs qu'on a cités, je pense qu'on est assez d'accord que parmi tous les mecs qu'on a cités, la plupart peuvent avoir sur les shooters, une très belle carrière NBA, et qu'en fait, ça va être vraiment le contexte qui va jouer. Bien Parce sûr. que globalement, tous ces mecs-là ont pas une grosse cote, parce que pas énormément de talent et déjà des spécialistes, mais tous pourraient jouer et être les surprises dans des équipes très compétitives. Et c'est pour ça que moi, sur ces joueurs-là, ce qui va faire la différence, finalement, ça va peut-être plus être la défense. Ouais. C'est-à-dire si je sais que le gars... Enfin, tu vois, tu prenais l'exemple... Même, on a l'exemple d'Herb Jones cette année, même Trey Murphy qui a eu du temps de jeu, bon, les deux dans la même équipe, mais si tu défends fort le point of attack ou que tu es vraiment performant dans la défense collective, en fait, tu vas avoir l'occasion de montrer que tu peux rentrer tes tirs. Mais si tu n'apportes pas vraiment en défense, ton apport immédiat, ça va être juste, entre guillemets, de space le jeu, ce qui est limité, quoi. C'est ça. Moi, je te rejoins, je te rejoins. Donc, c'est pour ça que j'ai plutôt Keon Ellis dans la fourchette haute. Max Christie aussi, Max Christie. Et tu n'as mis nulle part Jake Laravia. Donc, je suis vraiment éminemment déçu. Surtout que Jack Laravia, en plus c'est de ma conférence maintenant, donc honte à moi, mais Jack Laravia qui a très bien performé aux interviews au Combine et qui, pour le coup, lui avait l'air d'être assez sûr d'avoir une place top 30, mais c'est un joueur voilà comme E.G. Liddell que moi je suis même pas sûr de l'avoir placé, auquel je crois pas particulièrement et qui est très coté, donc ce seront des mecs sur lesquels on pourra me dire chais bientôt, mais qui sont pas ma cam. Et je prendrai le chais avec humilité et ce sera mérité. Voilà. Bon, mon Hugues, on n'a pas fait un tour exhaustif, mais on a été assez complet. Donc, on se retrouve le soir de la draft. Enfin, on se retrouve même avant pour les lives avant draft. Et puis le soir de la draft, en live, on aura Romain sur Bein, Manu et Alan sur First Team. Et nous, en filigrane, qui animeront le tout. On sera sur Twitch, YouTube. On est en train de régler tout ça. Avec plaisir. Est-ce que tu as une chose à ajouter sur un conseil peut-être pour les futurs prospects ailiers? Bah là, ils sont dans une année où il y en a énormément. Donc, je dirais juste qu'un mec qui va être pris genre en 9 ou en 17 ou en 33, il n'y a pas forcément un gros écart dessus. Et cette année, je pense que beaucoup de gens vont crier au style, alors que c'est juste normal vu la draft. Donc, on va espérer que votre franchise elle sente
le bon coup et que vous ayez le meilleur wing parmi tous les nuggets là qui sont là. Le style perçu et le style réel. Voilà C'est ça. le prochain débat. Allez, bisous mon Hugues, on clôt cet épisode et on se retrouve très bientôt. Je vais mettre tous les fiches, toutes les fiches des prospects dont on a parlé, donc vous aurez les scouting reports à lire en même temps qu'écouter. Ou alors après pour ce podcast. Bisous tout le monde, ciao ciao. Ciao.